équipes Scrum qui en ont fait partie, qui vont peut-être envisager d'appliquer Scrum dans leur contexte, et en particulier aux développeurs. Et avec ce qui est amusant avec ce titre, si vous avez suivi un peu l'actualité de Scrum, c'est que la semaine dernière, il y a une mise à jour du guide Scrum. Et le guide Scrum, nouvelle formule, il parle plus ni de dev team ni de rôle. Voilà. Mais ce dont on va parler aujourd'hui reste complètement valable. Les choses ne changent pas. Si vous voulez le retraduire en développeur, les oubliés de Scrum, ça fonctionne aussi. Restez là. Restez avec moi. Et moi, je suis donc Samuel Chapat. Je suis un agiliste. Je suis coach agile, Scrum Master beaucoup. Et je profite de cette petite présentation pour passer des salutations à Concerto, ma société qui me permet de faire cette présentation et qui fournit le décor à base de flamants roses, hein, puisqu'on a un peu la boîte du rose quand même chez Concerto, un peu beaucoup même. Et puis je salue aussi mes collègues du Club Agile Rhône-Alpes, mes collègues grenoblois grâce auxquels on fait cette super conf qui a réussi à se réinventer cette année. Merci Agile Grenoble. Et puis tous mes collègues du CARA de Lyon qui vous préparent une autre super conf qui se réinvente aussi pas mal. Rendez-vous en 2021 pour Agile Lyon. Alors, je suis tout seul dans ma pièce, là, dans les locaux de Concerto. Les flamants roses ne me parlent pas, je suis isolé, donc on va essayer de faire en sorte quand même qu'il y ait un peu de dialogue entre nous, malgré la distance et la présentation par vidéocam interposée. Et pour ça, on va utiliser Mentimeter. Pour utiliser Menti, vous pouvez flasher ce QR code qui s'affiche à votre écran et ça va me permettre de vous poser 2 questions pendant la conf qui nous seront précieuses. Et si vous n'avez pas de quoi flasher le code QR, vous allez sur menti.com et vous tapez ce code 18 03 08 1 et avec ça, vous devez voir s'afficher une question. Ouais, merci Elise pour le code, super. Et donc la première question que je vous pose, eh bien, c'est de me proposer un mot qui représente Scrum pour vous. Quel est un mot-clé que vous avez envie d'associer à Scrum et donc vous avez quelques minutes pour répondre et on regardera les résultats ensemble tout bientôt. C'est parti. Alors pourquoi cette conf, hein, on est bon. Pourquoi cette conf? Eh bien, en particulier parce que Scrum a mauvaise presse. Je ne sais pas si vous avez lu certains de ces articles. C'est devenu quand même assez à la mode le Scrum bashing. J'étais avec deux personnes qui participent à la conf et qui me disaient on est venu parce que ça parle de Scrum bashing. Si vous avez lu certains de ces articles, c'est vrai que c'est devenu assez fréquent de dire que finalement Scrum, est-ce que c'est pas le mal dont on est tous en train de mourir et celui qui est en train de tuer l'agilité? Vous aurez compris que je pense pas, hein. Mais je pense que tous ces retours négatifs sur Scrum, ils sont surtout en fait le reflet d'expériences difficiles d'équipes en fait qui vivent mal leur dynamique d'équipe autour de Scrum entre autres. Et peut-être Scrum c'est l'excuse que l'on trouve de dire ça doit être la faute de la méthode. En fait. Alors dans ces articles, vous trouvez tout un tas de choses très différentes, à la fois des développeurs qui vont se plaindre de la méthode et de la gestion qui leur a été imposée, et puis vous allez trouver aussi pas mal d'agilistes qui vont vous expliquer que oui, Scrum mal appliqué, ça pose quelques problèmes, mais finalement la question c'est surtout de l'avoir bien compris. Et puis dans ces articles, vous allez trouver quelques lectures indispensables, comme par exemple le Dark Scrum de Ron Jeffries. Mais encore une fois, pour revenir, hein, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes qui veulent appliquer Scrum et en fait qui le vivent mal. Et je pense que les premiers à en pâtir, finalement, c'est les développeurs qui se retrouvent embarqués dans cette histoire, qui peut-être des fois savent pas toujours où ils sont tombés, on leur explique pas tout à fait pourquoi en fait finalement on veut appliquer Scrum, pourquoi on leur dit maintenant ça y est, t'es agile, c'est dans une équipe Scrum. Et dans le même temps, je trouve qu'on manque pas mal de ressources pour aider les développeurs, les équipes de développement à se positionner dans un contexte Scrum qui est peut-être différent de ce qu'ils ont pu appliquer dans d'autres
expériences précédentes. On trouve beaucoup de ressources qui nous guident sur comment se positionner en tant que Scrum Master, en tant que Product Owner, parce que c'est des rôles très spécifiques qui sont définis par Scrum, et beaucoup moins de choses dédiées aux développeurs. En ça que je pense que c'est un peu un rôle oublié, ou une position oubliée, être développeur dans une équipe Scrum, et que j'espère donner des billes, des conseils, des manières d'aider les développeurs à mieux vivre cette expérience. Et pourquoi ça? Parce que moi, j'y crois. J'y crois toujours. Je pense que Scrum, c'est une fantastique porte d'entrée dans l'agilité. C'est un très bon moyen de se lancer. C'est une aide précieuse. C'est un framework à la fois minimal et riche. Et donc, je ne peux que continuer d'encourager des gens à essayer. Pourquoi pas s'ils en ont envie. Et j'espère que cette présentation pourra leur donner des conseils sur comment avoir des expériences d'équipe agile euh, satisfaisantes, qui donnent à la fois des résultats et une expérience positive pour les membres des équipes, qu'ils soient développeurs ou quel que soit leur rôle. Alors, je vous ai posé une question tout à l'heure. Scrum en un mot, qu'est-ce que ça va vous... Ah, voilà, spoiler. Scrum en un mot, qu'est-ce que ça vous évoque? On va regarder les résultats. Oh, avec ce petit nuage de mots. Et qu'est-ce que vous m'avez dit sur Scrum? Alors, on retrouve framework au centre. Effectivement, Scrum, c'est un cadre de travail. C'est une question, est-ce qu'il faut appeler ça une méthode ou autre? En tout cas, c'est un cadre de travail pour organiser le travail de votre équipe. On trouve agilité, sprint. Alors, dans ces termes, ce que vous retrouverez entre autres, il y a le daily, il y a le sprint, il y a le Graal, magnifique. Donc, on retrouve des choses qui peuvent être plus des outils ou des pratiques qu'amène Scrum, en fait. Et c'est souvent ce qu'on va retrouver en premier. C'est si on fait Scrum, on fait du daily meeting, on fait des sprints, etc. C'est-à-dire, les gens vont dire, ce qui montre que je pratique Scrum, c'est avant tout juste les pratiques au quotidien, les rendez-vous que se donne l'équipe, la mêlée, etc. On calcule notre vélocité, donc on est agile, on fait du Scrum, vous voyez. Et puis on trouve aussi des choses qui vont être plus autour des valeurs. Je vois qu'on parle d'adaptabilité, d'esprit d'équipe. En fait, quelles sont les valeurs, les principes sur lesquels on se base. Et donc là, je vois un mot ici là qui apparaît et dont moi j'ai envie de vous parler, qu'on voit dans le nuage en petit, c'est l'empirisme. Et moi, c'est ça le mot que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui pour parler de Scrum, c'est d'empirisme, si ça veut s'afficher. Et pourquoi je veux vous parler d'empirisme? Eh bien, parce que c'est le principe même, c'est la base sur laquelle Scrum se fonde, en fait. C'est le principe de base qui veut que l'empirisme, en fait, c'est de nous aider, d'aider l'équipe, en fait, à prendre de bonnes décisions, à faire de bons choix, en se basant avant tout sur ce qu'elle a construit, sur ce qu'elle a créé de concret. Et ce que Scrum va vous encourager à faire, c'est au plus tôt d'aller créer un produit, de construire, d'avancer, de faire votre incrément produit et d'apprendre à partir de ce que vous avez pu faire concrètement et de prendre des décisions sur la base de ce que vous avez fabriqué. Et donc d'aller au plus tôt possible vers construire du concret et réfléchir à partir de ce qu'on a bâti. Et donc ça, c'est vraiment le principe empirique qui va sous-tendre derrière toute la démarche de transparence, inspection, adaptation, dont on a parlé, et vraiment d'avancement étape par étape en faisant des points réguliers sur mais qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a réussi à faire et qu'est-ce qu'on a envie de faire pour la prochaine étape. Et dans la suite de cette présentation, c'est sous ce prisme en fait de l'approche empirique que je vais vous appeler à voir un peu les, les conseils, les postures qu'on va regarder ensemble. Et pour ça, comment on va procéder? Eh bien, on va se donner un backlog. Voilà, on est dans une conf sur Scrum, donc autant utiliser l'approche. Donc, je vous affiche un backlog. Dans ce backlog, en fait, vous avez différentes situations que l'on va regarder ensemble. Et ce que je vais vous demander, c'est de me trier mon backlog comme si vous étiez mon PO. Sauf que comme vous êtes un PO assez nombreux, voilà, on est presque une cinquantaine, eh bien, je vais vous demander de voter. Donc, on va retourner sur Mentimeter
Et maintenant, vous voyez, je vous propose une liste de situations dans lesquelles peuvent se retrouver des développeurs dans une expérience Scrum et je vais vous demander de me trier ce backlog. Donc, pour faire ça, vous allez sur Mentimeter et vous pouvez, par exemple, trier votre top 3, votre top 4. Top 3, je pense que c'est pas mal, de ces situations, de celles que vous avez envie qu'on aborde et on va les aborder dans l'ordre de priorité de vous. Vous êtes mes parties prenantes aujourd'hui, mes clients. Donc, on abordera les différentes situations dans l'ordre qui vous semble le plus intéressant. Donc, allez-y, vous pouvez commencer votre classement pendant que je vous lis les différentes situations que je vais vous proposer. Et le principe, c'est qu'on abordera celles qu'on peut dans le temps qu'on peut. On est dans une time box de 45 minutes. Et bien, dans cette boîte de temps, on va traiter les sujets qu'on peut, ceux qui vous semblent les plus importants. Et puis, on s'arrêtera quand le temps sera fini. Et quelles sont ces situations dans lesquelles se retrouvent les développeurs fictifs que j'ai imaginés et qui sont en fait des anti-patterns. Le sprint doit démarrer et les US ne sont pas prêtes. Que fait-on? On surcharge notre sprint à cause du chef de projet et on ne tiendra jamais notre engagement. On est 15 ans de meeting, c'est trop lent et j'ai mal aux pieds. Encore un problème de Samuel, pardon, conception. on me fait dire dans le chat que les questions ne sont pas ouvertes dans Mentimeter. La première question apparaît non ouverte. Encore. Ah. Heureusement que vous êtes Désolée là. pour cette intervention. C'est moi qui suis désolé. Voilà, il y a marqué vote clos. Alors, ça risque pas de marcher. Dites-moi, le chat, ça marche plus? Ah, mais non. J'ai des OK là. Yes, c'est bon. Impec. Merci, vous me sauvez. Pourquoi je vois pas le chat? Bref, dans le chat, on me dit que c'est OK. Voilà. Pardon pour ce problème technique. Et on reprend alors. Alors, je vous le dis, je suis désolé, je dois tourner la tête pour pouvoir vous lire toutes les situations. Donc, on a dit, j'ai mal aux pieds, ça c'est bon. Encore un problème de conception qu'on aurait dû identifier en amont. C'est pas possible qu'on n'ait pas pu voir ça d'abord. Je suis tout le temps interrompu par l'équipe de recettes qui me remonte des bugs. Ça doit être assez pénible, effectivement. Il y en a marre des estimations. On n'a pas tous les paramètres pour estimer précisément. Je passe ma vie en réunion au lieu de faire du dev. Or, mon boulot, c'est développeur, c'est dans le titre de la conf. On n'a pas le temps pour la qualité parce qu'on doit boucler le sprint à l'arrache. Encore des retours en démo sur des trucs qui n'étaient pas prévus dans les specs. Et on répète les mêmes choses en rétrospective. D'ailleurs, les problèmes, ils ne sont jamais chez nous. Donc voilà, je prends une dizaine de situations. Faites votre top 3 sur Mentimeter dans la version de Mentimeter qui fonctionne, je pense, maintenant. Et ensuite, on abordera ce backlog dans l'ordre que vous aurez choisi. Et en attendant, on va, le temps que vous votiez, on va revenir un peu sur, je vous parle de Scrum depuis le début, on n'a pas réabordé de quoi il s'agit, on va le faire rapidement. Et j'en profite pour remercier ma fille qui est illustratrice de toutes mes conférences et qui vous propose aujourd'hui le Scrum vu comme l'objectif de la carotte parfaite. Parce que c'est quoi une équipe Scrum? Ici, c'est une équipe qui vise à faire une carotte magnifique, carotte exceptionnelle. Et c'est pas facile, c'est complexe d'arriver à ça. Il y a plein de paramètres pour faire une belle carotte. Une carotte, il faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit grande, il faut qu'elle soit délicieuse, il faut qu'elle soit pas trop dure à éplucher, etc. Il faut qu'elle pousse vite. Donc c'est plein de paramètres pas faciles à maîtriser. Donc notre équipe se réunit, elle sait qu'elle a un gros challenge, et pour ça elle va se baser sur une approche empirique, c'est-à-dire que elle va faire ce qu'on appelle des sprints, qui sont des sortes de petites expérimentations successives. Elle va dans un temps délimité de sprint essayer successivement de produire des carottes de plus en plus belles et de converger ensemble vers cette carotte, le saint graal en fait de cette carotte qui va satisfaire les plus exigeants des consommateurs de carottes. Et pour ça, notre équipe, elle fait ces petites expériences successives et elle commence par planifier son expérience. Elle fait un sprint planning où
elle planifie comment on va faire pour faire cette expérience. Et puis évidemment, cette expérimentation sur la carotte, ça se passe pas toujours comme on le souhaite. Donc tous les jours, on fait un point en équipe, on échange sur qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on peut, comment on va travailler toujours mieux dans notre objectif de notre carotte parfaite, comment on révise notre plan, hein, pour atteindre notre objectif et avoir une très très belle carotte à la fin de notre sprint. Et la fin du sprint arrive et on présente cette carotte à nos amateurs de carottes. Et ils nous disent ce qu'ils en pensent. Et des fois, ça se passe bien. Des fois, ils sont très contents des progrès qu'a fait l'équipe et ils l'encouragent dans ce sens. Et puis d'autres fois, ils vont dire non, non, mais en fait, on s'est pas compris. Là, oui, vous m'avez fait une carotte. Elle est délicieuse, mais elle est minuscule. Je vais avoir beaucoup trop faim si vous me faites des carottes aussi petites. Il faut revoir la prochaine expérience pour viser une plus grande croissance de carottes, ce genre de choses. Et ça, c'est ce qu'on voit avec nos clients, nos parties prenantes lors de la revue. Et ensuite, en rétrospective, notre équipe d'experts en carottes se réunit pour réfléchir à comment elle peut elle-même mieux s'organiser, comment ils peuvent mieux fonctionner en équipe dans cet objectif commun. Ça, c'est Scrum en quelques mots autour de carottes. Et je vous parle de la dev team ou des développeurs de l'équipe. Et qu'est-ce que nous dit Scrum sur cette équipe? Eh bien, c'est que c'est une équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire elle réunit toutes les compétences nécessaires à faire un super produit, un produit magnifique et en l'occurrence tout ce qu'il faut pour arriver à faire évoluer, planter, greffer, que sais-je, des carottes exceptionnelles. Et donc on voit bien que ça nécessite plusieurs compétences. Et puis c'est aussi une équipe qui est petite et qui va avoir cette capacité à s'adapter parce que c'est une équipe de petite taille qui peut facilement communiquer autour des changements de ce qu'elle découvre et de comment se réajuster et réajuster notre plan en fonction de ce qu'on découvre dans cette démarche empirique. Alors, entre-temps, je pense qu'on a dû finir de faire les votes et on va regarder ensemble quelles sont les situations qu'on veut aborder quand il s'agit de notre dev team. Alors, super, on a un classement. On va regarder notre top 3 déjà. Notre top 3, c'est le sprint doit démarrer, les US ne sont pas prêtes, que fait-on? Il y en a marre des estimations, on n'a pas tous les paramètres pour estimer précisément. D'accord, ok. Et on surcharge notre sprint à cause du chef de projet, on ne tiendra jamais notre engagement. Ça marche. N'hésitez pas à continuer à voter, on va démarrer sur ce top 3. Et puis on verra si on arrive à aller plus loin. Donc le sprint doit démarrer, les US ne sont pas prêtes et il y en a marre des estimations. Et bien c'est parti. Ce que je vais vous proposer pour chacune des situations, donc il faut imaginer, hein, c'est un membre de l'équipe de dev qui prononce cette phrase. Et cette phrase, pour moi, elle montre un problème d'anti-pattern, de mauvaise pratique. Donc on verra dans la zone en haut à gauche, là, en quoi en fait que met en avant cette phrase, quelle est la situation problématique dont on parle. On verra ensuite en bas à gauche, là, sur chaque situation, quelle serait l'approche qu'on aurait tendance à privilégier quand on est dans une démarche empirique, dans ce que voudrait Scrum. Et on verra que la réponse n'est pas toujours triviale. Et pour arriver à converger plutôt vers cette approche empirique, quelques conseils que je pourrais vous donner, qui seraient mes conseils, basés sur mon expérience, encore une fois. Voilà, c'est mon analyse de Scrum, de ce que j'en ai pratiqué. Et je reviendrai enfin en haut à gauche, en haut à droite à chaque fois sur pourquoi c'est pas facile. C'est-à-dire que même en ayant des bonnes valeurs, une bonne conviction, c'est pas toujours simple de pratiquer Scrum tel qu'il est prévu de l'appliquer. Et donc, on peut commencer avec notre première situation. Le sprint doit démarrer et les user stories ne sont pas prêtes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, quel est l'anti-pattern, la problématique en fait que soulève cette phrase? Pour moi, c'est d'aborder le backlog comme si c'était des spécifications. C'est-à-dire de se dire, moi, ce que je veux, c'est à chaque sprint, je veux savoir où je démarre. Je veux avoir une description très très claire de ce que je vais faire. Et donc, il me faut des US aux petits oignons. Sinon, je ne sais pas travailler. Donc là, je suis dev et je veux des specs très clairs. Ce que je vais faire sur ce sprint, c'est parfaitement limpide.
parce que c'est parfaitement décrit, et si c'est pas prêt, c'est pas prêt, moi je peux pas travailler. Quelle approche en fait, à quelle approche nous encouragerait Scrum ou une démarche empirique en fait, ben, c'est d'avoir un backlog léger. Pourquoi on veut un backlog léger? Parce qu'on veut pouvoir avancer vite, on veut pouvoir réagir à de nouvelles demandes rapidement, et donc si on passe énormément de temps à élaborer notre backlog, ça va ralentir notre temps de réaction, alors que ce que l'on veut avant tout, c'est construire rapidement quelque chose de nouveau, et donc c'est expérimenter vite. Si on se met un énorme goulet d'étranglement avant de démarrer notre sprint dans la rédaction de backlog, on va perdre en fait cette réactivité, cette capacité à vite produire, à vite apprendre de quelque chose que l'on a construit. Donc on aurait plutôt tendance à dire, moi j'aurais plutôt tendance à vous dire, je pense que c'est pas très grave si vos US sont pas prêtes parfaitement. Ce qu'il vous faut, c'est avoir assez de billes pour pouvoir démarrer, construire quelque chose. Quelques conseils pour y arriver. Eh bien, je pense que il faut en particulier garder une definition of ready légère. C'est quoi la definition of ready? Définition de prêt, c'est l'ensemble des critères qui permettent de dire qu'une US, qu'une user story est prête ou pas. Et je pense qu'il y a un vrai risque en fait à construire toute une définition de prêt parfaite qui décrit l'US parfaite à laquelle on n'arrivera jamais en fait et qui ne fera que ralentir l'équipe, c'est-à-dire mettre une énorme pression sur le product owner, de lui demander une énorme quantité de travail pour quelque part l'autoriser à lui dire ok d'accord, ben ce besoin que tu m'exprimes là maintenant, je suis prêt à le prendre parce que tu as fait beaucoup de boulot en avant pour proposer. Et moi, je vous encouragerais plutôt à rester léger sur votre définition de prêt, à rester adaptable, parce qu'encore une fois, ce que Scrum vous invite à faire, c'est à expérimenter, à produire rapidement, et qui dit expérimenter, c'est aller vers quelque chose qui n'est pas parfaitement connu et maîtrisé. Ceci dit, si vraiment vous êtes dans l'inconnu complet, vous savez pas où vous allez, il y a un besoin qui est exprimé, qui soit est pas clair du tout, soit nécessite en fait la mise en place de techniques et de technologies que l'équipe ne maîtrise pas. Un rôle intéressant que peut avoir le développeur dans ce contexte, c'est de proposer ce qu'on appelle des spikes ou des POC, du prototypage en fait. C'est d'avoir une démarche de prototypage et donc de dire plutôt que de bloquer sur ce point-là, déjà en tout cas, on pourrait prototyper l'utilisation de telle technologie ou prototyper 3 variantes de notre parcours ou de notre chemin utilisateur et voir ce qui a l'air de mieux fonctionner. Et donc, mener des petites expériences. Ça ne va pas contribuer directement à votre produit, mais ça vous permettra d'avancer. Et souvent, ces prototypes, en fait, ils vont venir de propositions de l'équipe de développement. Donc, vous avez vraiment un rôle à jouer dans la construction du backlog et en particulier dans le fait de clarifier, en fait, comment avancer sur une demande particulièrement complexe. Et puis l'autre chose, c'est que votre product owner, il fait partie de l'équipe, il n'est pas tout seul. Scrum, c'est une équipe unie avec des développeurs, un PO et un Scrum Master. Et donc, si votre PO il n'y arrive pas, qu'il y a trop de boulot sur le backlog, aidez-le, tout simplement. Donc que le product owner puisse déléguer en fait une partie de son travail et travailler avec le reste de l'équipe à l'expression de besoin, à faire en sorte qu'on ait un backlog qui soit prêt pour notre démarrage de sprint. Et c'est vraiment pas un problème en Scrum de déléguer. L'important, c'est que le product owner il ait quelque part la vision de ce qu'on est en train de faire et que il n'y ait pas une partie du backlog qui se construise sans lui. Et voilà les conseils que je pourrais vous donner pour pouvoir avancer dans ce cas. Alors pourquoi c'est pas simple? Pourquoi c'est pas simple d'y arriver? C'est parce que je pense qu'en particulier, ça pose des questions de limite de responsabilité. Un Scrum vous dit, dans l'équipe, il y a un product owner et son rôle, c'est le backlog. OK. Alors moi, je suis dev. Écoute, je me dis, ça, c'est sa responsabilité, c'est son problème. Si son backlog est pas prêt, au moins, c'est pas chez moi. C'est vrai que c'est confortable comme position, quoi, de se dire, au moins, ce problème-là, il est pas chez moi. Or, vous fonctionnez en équipe. Donc je pense que c'est naturel de dire que le backlog, c'est le rôle du PO et c'est pas mon problème. Pourtant, en fait, dans une approche agile, on va plutôt, moi, je vous encouragerais plutôt à accepter de sortir de votre zone de confort, rendre les limites de responsabilité parfois plus floues. Et finalement, ce qui est important, en fait, c'est d'avancer sur votre projet, sur votre produit, parce que ce qu'on attend derrière, c'est qu'il y ait des utilisateurs heureux de ce que vous avez produit. Et donc, tous les moyens sont bons pour arriver à
objectif. Et si ça nécessite des fois d'aller au-delà de son rôle strict de développeur, bah pourquoi pas, quoi. Et voilà le tour de cette première situation qui était le sprint doit démarrer, les gestes sont pas prêtes, que fait-on? J'ai déjà oublié le deuxième qui était il y en a marre des estimations et puis après il y a trop de trucs dans le sprint. Ok, allez c'est parti. Alors il y en a marre des estimations. Il y en a marre des estimations. On n'a pas tous les paramètres pour estimer précisément. On rappelle, hein, l'estimation, c'est quand on demande à l'équipe de développement, aux développeurs membres de l'équipe d'estimer la taille de ce qu'il y a à faire et de se donner comme ça des éléments de pilotage, de planification. Alors, quel est, je pense, le problème derrière ça, c'est que la difficulté, c'est que les estimations sont tout de suite prises pour des engagements. C'est-à-dire que la crainte, en fait, qu'a le développeur dans cette situation, c'est que s'il n'arrive pas à estimer précisément, on va lui, s'il sous-estime, par exemple, si les choses se révèlent plus complexes que ce qu'il avait estimé, eh bien derrière, on va lui reprocher de ne pas avoir estimé juste et surtout de livrer en retard. Et c'est ça le fond du problème. Donc, moi, en tant que développeur, je suis plutôt inquiet parce que je me rends bien compte que si je me trompe dans mon estimation, c'est quelque chose qui va m'être reproché, puisqu'une fois que j'aurai fait mon estimation, je me serai engagé sur le fait que ce ne soit pas de livrer dans les temps correspondant à mon estimation, si vous voulez. Or, dans une approche empirique, par définition, en fait, ce que l'on fait dans notre produit, on va le découvrir étape par étape. Et donc, on est plutôt dans l'inconnu. À chaque sprint, on a une part de maîtrise de ce que l'on va faire, mais on part du principe qu'on va découvrir beaucoup de choses, que ce soit fonctionnellement, techniquement. Donc, dans le complexe, dans l'inconnu, une estimation, elle sera toujours fausse. Donc, en tant que développeur, en partant du principe que ça va être faux, je pense que déjà, ça permet de se relâcher sur l'importance d'estimer précisément. Pourquoi vous faites des estimations? En fait, c'est pour aider votre product owner, pour qu'il ait une variable de temps, qu'il puisse utiliser une variable de temps quelque part dans son projet, et en particulier de se dire, bon, j'ai certains objectifs fonctionnels, à quelle échéance approximative je peux espérer les atteindre. Et ça va répondre à une question du client qui sera, quand est-ce que je l'aurai? On peut pas reprocher au client de demander quand est-ce qu'il aura ce qu'il demande. On va par contre le sensibiliser au fait que on peut pas avoir de certitude absolue en fait sur notre planification. Mais la raison pour laquelle on vous demande une estimation, c'est pour aider votre PO à se positionner dans le temps et à répondre à une question légitime des parties prenantes. Alors, quelques conseils dans ce contexte. Mais rappelez-vous d'abord que les estimations sont relatives. Encore une fois, la question, c'est toujours tel élément de mon backlog par rapport à tel autre, est-ce qu'il est plus compliqué à réaliser qu'un autre qu'on a déjà fait? Et de rester sur ce principe-là, de pas trop se projeter dans le temps, est-ce que je vais mettre une semaine ou plus à le réaliser, etc. Insister sur le fait que je veux des éléments de comparaison dans mon backlog. Par ailleurs, rappelez-vous que les estimations, c'est un excellent support de discussion dans l'équipe. Et donc, en discutant de l'estimation de la complexité dans votre équipe, vous allez gagner quelque chose en termes de conception aussi, parce que vous allez vous rendre compte qu'au sein des différents développeurs de l'équipe, certains vont penser qu'une demande est plus complexe et d'autres moins, et ça va engager une discussion sur finalement quel est le niveau de complexité que l'on vise, qui va être partagé avec votre product owner, et donc en fait cette discussion elle va vous aider à concevoir l'ambition technique de ce que vous allez faire. Donc c'est un excellent point d'entrée pour votre échange sur la conception technique de vos travaux. Et mon dernier conseil, c'est que si c'est pas obligatoire, n'hésitez pas à ne pas faire d'estimation. Donc vous éviterez de vous poser toutes ces questions. C'est vrai que dans le Scrum va vous dire estimer les éléments. Je pense que moi ça me pose aucun problème de ne pas respecter cette règle et ne pas faire d'estimation si mon environnement, c'est-à-dire le contexte dans lequel travaille l'équipe, ne l'exige pas. Donc, je pense qu'une équipe Scrum qui ne fait pas d'estimation, ça reste une équipe Scrum qui fait un travail tout à fait valable et qu'elle peut utiliser ce temps-là à faire d'autres choses, tant que par ailleurs, il y aura discussion sur la complexité technique et autres ont lieu dans l'équipe, quoi.
Et je pense que les estimations, c'est pas automatique. Par contre, quand on en fait, il faut dédramatiser l'exercice. Pourquoi c'est difficile? On en a déjà un peu parlé, hein. C'est que au bout de la chaîne, il y a des parties prenantes, il y a des clients, et eux, il va y avoir une date. Je pense que tous, hein, quand on commande quelque chose, on aime bien savoir quand est-ce qu'on l'aura, surtout quand on le finance. Donc c'est naturel en fait que cette question émerge. Ça va être difficile de la faire disparaître. Donc travailler avec vos parties prenantes, relativiser ces questions de planning, mais encore une fois, dédramatiser aussi votre exercice d'estimation quand il vous est demandé. C'est ce que je pouvais vous dire sur cette deuxième situation. Alors j'enchaîne, on fera toutes les questions-réponses à la fin. Pensez à les poser dans la section Q&A. Je pense que vous êtes rodés maintenant. Alors, le classement a changé, c'est intéressant ça. Le classement a changé et la troisième question, c'était je passe ma vie en réunion et on surcharge notre sprint. On va essayer de faire les deux. Alors, je passe ma vie en réunion. Oh, on tombe dessus. C'est fantastique. Je passe ma vie en réunion au lieu de faire du dev. Je suis développeur et je ne suis pas là pour passer ma vie en réunion. Alors, peut-être l'analyse que je fais de cette situation, alors, elle est personnelle, hein, peut-être qu'elle fera pas plaisir à tous les développeurs, c'est pas grave, on s'entend bien, hein, vous inquiétez pas. Ce que je voudrais dire là-dessus, c'est que je pense que, alors c'est l'exemple de plein de choses, hein, clairement il y a des entreprises où il y a trop de réunions, c'est clair. Et je pense aussi que si on fait un peu son autocritique en tant que membre d'une équipe Scrum en tant que développeur, moi, je pense qu'il y a aussi une autre dérive potentielle, c'est je me positionne en tant que développeur, c'est-à-dire tout ce que je veux faire, c'est coder. Et mon travail, c'est que de coder, et le reste ne me regarde pas. Mon expertise, c'est uniquement mon rôle de code. Et ça, je pense que c'est très dommage parce que dans une approche empirique, en fait, on va bénéficier de la richesse de l'équipe et de la diversité de l'équipe et finalement des propositions de solutions qu'il va y avoir et qui vont émerger de l'ensemble de l'équipe pour construire un produit plus intéressant qui correspond mieux aux attentes des utilisateurs et pour s'adapter à tout ce que l'on découvre en construisant notre produit. Et là-dedans, tous les membres de l'équipe, forcément les développeurs en premier, hein, leurs propositions en fait vont constituer notre produit. Et donc en tant que développeur dans une équipe Scrum, vous n'êtes pas que codeur, vous êtes vraiment un maillon essentiel en fait de la construction du produit sur lequel travaille votre équipe. Alors quelques conseils par rapport à ça, c'est qu'il reste que quand même l'essentiel en fait, c'est d'avancer sur son produit. Donc de pouvoir se libérer du temps, oui, pour participer aux réunions qui sont judicieuses, mais surtout pour pouvoir se concentrer sur le travail sur le produit. Et on sait que c'est important pour les développeurs de ne pas être interrompu en permanence euh, parce que le travail de développement nécessite ce focus, cette concentration. Donc, organisez votre agenda. Posez-vous en équipe sur comment faire, comment on peut mieux organiser notre agenda, nos rendez-vous de l'ensemble de l'équipe pour se libérer ces temps productifs tout en ayant les rendez-vous nécessaires pour la conception, la préparation, éventuellement la planification de nos travaux, quoi. Mais posez-vous cette question, comment le faire? Il y a plein de façons de faire. Je sais qu'il y a des équipes, par exemple, qui décident que les réunions ne sont que sur 2 jours dans une semaine et qu'il y a 3 jours ininterrompus pendant lesquels il n'y a pas de réunion. C'est une manière de faire. Il y a d'autres équipes qui peuvent dire les réunions, on les organise que le matin ou que sur des jours bien précis. Vous voyez, il y a plein de façons de faire, mais encore une fois, ayez un agenda organisé de façon intelligente et pas hiératique, aléatoire, quoi. Et en tant que développeur, intéressez-vous aux produits sur lesquels vous travaillez. Je peux que vous encourager là-dessus. C'est-à-dire, mettez-vous à la place de votre utilisateur, réfléchissez à la pertinence des fonctionnalités sur lesquelles vous travaillez, à quel est votre objectif au final, quelle est vraiment la raison d'être de votre produit, quelle est la vision qu'il y a derrière. Et plongez-vous là-dedans. Et je pense qu'en ayant cette posture-là, vous allez vraiment être source de propositions et d'améliorations qui vont être essentielles en fait dans l'avancée de votre équipe, tout autant que votre travail sur le code. Pourquoi c'est pas simple? On a un peu parlé déjà tout à l'heure.
c'est que du coup, on a une délimitation de rôle moins claire. On va demander finalement aux membres de l'équipe de développement d'être aussi des co-constructeurs de notre produit. Et ça, c'est pas facile pour tout le monde. Ça demande encore de sortir de sa zone de confort. Et peut-être qu'il y a des développeurs qui se projettent moins dans cette posture-là, et je peux le comprendre. Et peut-être que dans ce cas-là, dans une équipe Scrum, ils vont moins confortables que dans d'autres contextes qu'ils ont connus. Et je pense que par contre, si vous êtes intéressé par l'approche produit, ben, Scrum, c'est une super opportunité. Allez, on t'en fait une dernière avant les questions-réponses. Et c'était, voilà, on surcharge notre sprint à cause du chef de projet. Alors, on ne tiendra jamais notre engagement. Alors, il y a un petit troll dans cette situation-là. J'ai mis chef de projet. On est bien d'accord que dans une équipe Scrum, il n'y a pas de chef de projet, mais bon, j'ai pas pu me retenir. Je m'en excuse. Bah, je le redis, il n'y a pas de chef de projet dans une équipe Scrum. Quelle est la problématique abordée ici? C'est qu'on cherche à tenir, enfin, on cherche à tenir un périmètre fixe. C'est la problématique que je vous propose. C'est-à-dire, on est lancé dans une course à la productivité. En fait, vous avez votre backlog. Vous connaissez la taille de votre backlog. Vous avez fait plein d'estimations, etc. Et vous savez que vous devez livrer pour telle date et vous mettez à courir derrière un périmètre fixe. Et pour atteindre ça, il faut avoir une bonne productivité. Donc, il faut remplir nos sprints à ras-bord et faire que des sprints, c'est-à-dire les sprints mal interprétés, c'est-à-dire on court dans tous les sens et puis on s'épuise à viser une productivité suffisante. Pourquoi c'est absurde de viser un périmètre fixe? Parce que c'est l'inverse d'une démarche empirique. Dans une démarche empirique, le principe, en fait, c'est que notre périmètre, on va le découvrir étape par étape. Alors, on a une vision, on a un plan de départ, on est bien d'accord, on a une idée de ce que va être notre produit, mais finalement, construire un produit, c'est tellement complexe que forcément, de sprint en sprint, on va découvrir de meilleures façons de répondre aux attentes de nos utilisateurs, à créer de l'impact chez eux et aussi une meilleure façon de construire le produit. Donc cette idée de se dire j'ai un énorme backlog, il faut que je le dépile et pour ça il faut que mes sprints soient bourrés à ras-bord, n'a pas de sens puisqu'en fait ce que l'on veut faire c'est construire le bon produit. Quelques conseils pour s'en sortir. D'abord rappeler cette notion d'engagement. Qu'est-ce que c'est l'engagement dans Scrum? Se repositionner sur qu'est-ce que c'est que l'engagement. L'engagement dans Scrum, ça n'a jamais été de garantir une productivité, de dépiler le plus d'éléments de backlog possible de sprint en sprint. Ça n'a jamais été ça et ça ne sera jamais. L'engagement d'une équipe sur Scrum, c'est un engagement sur un objectif commun. Sur ce sprint-là, ce qu'on cherche à créer comme impact chez notre utilisateur final, c'est tel impact. Et en fait, ce que va faire l'équipe, c'est d'aller dans la meilleure direction possible par rapport à cet objectif qu'elle s'est fixé sur le sprint, et certainement pas de viser à dépiler toutes les tâches qu'elle a prévues en début de sprint. Donc, se concentrer sur l'objectif de sprint et pas sur une capacité en nombre de tâches. Ceci dit, si vous êtes dans une organisation où on fait du faux Scrum, où en fait on utilise du Scrum pour obtenir plus de productivité de l'équipe uniquement et pas une démarche de réflexion, une démarche empirique, et qu'on exige de vous que vous fassiez tout ce que vous avez prévu dans vos sprints, il vous reste plus qu'une solution, c'est de vous sous-engager en fait. Donc c'est de prévoir dans vos sprints moins de choses que ce que vous pouvez penser faire. Si on vous laisse pas le choix, je pense que c'est la seule solution qu'on vous donne, c'est-à-dire qu'on vous demande d'être peu ambitieux. Moi, je trouve ça triste et dommage. Je préfère demander à mon équipe qu'elle soit ambitieuse et qu'elle atteigne qu'une partie de l'objectif qu'elle s'est fixé, mais parce qu'elle a essayé de viser plus haut. Et si vous êtes coincé, je pense que c'est la seule solution qu'on vous laisse. Donc, sous-engagez-vous, vous n'avez pas le choix. Pourquoi c'est pas facile? Parce que y a des organisations où la pression du management fait qu'on va viser cet objectif de productivité avant tout. On se dit que ça va être plus rentable, on va en avoir pour son argent en pressurant l'équipe et en lui faisant faire des sprints où elle court en permanence dans tous les sens. Ça, c'est des situations héritées d'approches traditionnelles de gestion de projet et ça ne m'étonne pas que ce soit une dérive Scrum qu'on rencontre souvent. Et je m'arrête là pour cette situation et je vais donner la place aux questions. C'est parti. Je suis sur le chat. Alors, la question qui a été le plus posée, c'est Raphaël de Couchant.
Je vais lui proposer de monter sur scène. Alors, Raphaël, si tu veux venir avec moi sur scène, ça peut être sympa qu'on discute. Alors, pour l'instant, je suis ta question. Les estimations sont pour moi une perte de temps et j'aimerais aller vers du no estimate. Mais comment trouver ce dont a besoin le PO pour qu'il s'en passe? Waouh! Alors, Raphaël, si tu arrives à nous rejoindre, c'est cool. Tu y arrives, Elie? Ouais. Il faut juste, Raphaël, que tu actives bien ton micro ou ta caméra pour apparaître avec nous. Je t'ai fait monter sur scène. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour Raphaël. Oui, bonjour Raphaël. Ouais, je posais cette question-là parce que c'est toujours un grand moment de les estimations. Moi, ça mérite de passer 1 heure, 2 heures justement à estimer des choses qui pour moi n'ont pas. Enfin, cet exercice n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt. Alors, je suis d'accord sur il faut que la discussion soit utile. Par contre, discuter si on met un 5, un 8, un 13, un 20, ça ne m'intéresse absolument pas. J'aimerais bien me rapprocher un peu du no estimate et plutôt de savoir qu'est-ce que l'équipe serait capable de faire pendant un sprint et d'essayer de convaincre mes collègues, mais aussi de convaincre un peu du coup l'encadrement, de dire que c'est pas parce qu'on ne chiffre plus qu'il n'y a pas d'engagement en fait. Est-ce que tu sais quelle est l'utilisation qui est faite de vos estimations derrière? Est-ce que tu as une vision en fait de la planification qui en est faite? Votre PO il communique avec vous là-dessus? Les estimations en fait c'est clairement pour faire un planning, pour un budget aussi derrière. Et ces estimations qui sont parfois données très en amont du développement. Il y a 3 mois sur quelque chose, revenir dessus, c'est raté quoi. On n'a pas le droit quoi. Ouais. D'accord. Donc le PO en fait il prend vos estimations, le PO ou quelqu'un d'autre, et en fait il s'engage pour l'équipe ou vous vous engagez vous en équipe sur livrer à certaines dates. C'est ça que tu me dis en fait? En fait, c'est dire voilà, vous nous aviez dit que ce serait fait en 10 jours. Je dis un truc au pif. Hein. Du coup, 2 mois plus tard, on revient nous poser la question. Là, on dit non, on a un peu plus réfléchi et on a un peu plus regardé. En fait, ce serait plutôt 20 jours. Et là, c'est niet. On dit non, ce sera 10 jours et puis c'est tout quoi. Donc du coup, voilà, c'est le triangle de fer. Vous arrivez à faire le truc en 10 jours quoi. Voilà, c'est ça. C'est le problème. Formidable, bravo. Après, voilà, moi je pense que déjà, ce qui serait intéressant, c'est de voir en fait qu'est-ce qui est produit à partir de vos estimations. Enfin, pour moi, ça devrait être transparent pour vous, c'est-à-dire que s'il y a une roadmap qui est faite derrière ou un planning ou quelque chose comme ça, faut que vous l'ayez dans les mains. Je sais pas, j'ai pas très bien compris si c'était le cas ou pas. Mais je pense que ce qui doit être indispensable, c'est de voir si ces estimations sont utiles, remontées. Enfin, est-ce qu'on en fait quelque chose? Parce qu'un bon moyen de pas estimer, c'est de rien en faire. Hein. Il y a beaucoup d'équipes qui font des estimations, mais qui utilisent juste pour savoir si ça rentre dans le sprint ou pas, qui n'a pas beaucoup de valeur, je pense. Ça peut être un bon moyen de dire, vous voyez, en fait, si on n'en fait pas grand-chose, pourquoi estimer quoi. Après, je comprends ta volonté. J'ai l'impression que dans ton contexte, c'est pas évident encore de faire évoluer la pratique de ton entreprise sur ce point-là de planification, j'ai l'impression. En tout cas, si j'étais toi, je demanderais à avoir une transparence totale de ce qui est utilisé derrière et de quel engagement est pris à partir de ces estimations. Et ça pourrait créer une nouvelle discussion, peut-être. Ouais. Ok. Je sais pas te donner la baguette magique qui ferait que vous passiez d'une sorte de planification très rigide à du no estimate du jour au lendemain. Je pense que ça va être plus long que ça. Mais ça pourrait être une première étape. Yes, merci beaucoup. Et en attendant, courage, Raphaël. Ouais, ça va bien se passer. Samuel, la question suivante, une question de Marie Vachette, que j'ai invitée à nous rejoindre sur scène. Comment concilier les user stories moins précises versus estimation on parle du sprint. Bonjour Marc. Bon, attends, le micro, ouais, c'est bon. Bonjour. Bonjour Marc, salut. L'idée c'était... Oui, donc on revient.
Ouais, vas-y, Marc. Oui, c'était juste pour repréciser la question. Je réagissais sur ce que tu disais sur bon bah voilà, si les user stories sont pas polis au moment du début du sprint, c'est pas grave, on va découvrir des choses en route. Et comment est-ce qu'on concilie ça et avec le fait de se dire bon bah en fait, si on estime, c'est aussi quand même pour savoir prioriser, savoir si la feature a un ROI intéressant et jusqu'où on se projette d'aller dans un sprint. Mais du coup, voilà, comment est-ce qu'on concilie ça avec la part d'incertitude qu'on peut se laisser volontairement de se dire, bon, on va pas investir plein de temps en analyse non plus tout de suite. Il y a des choses qu'on verra en cours de développement et c'est bien. Mais du coup, voilà, il y a cette incertitude-là qu'il faut gérer derrière. Ouais, tout à fait. Alors après, tu as aussi des. C'est vrai qu'en fait, moi, quand je me suis rendu compte, c'est que finalement, quand on fait des estimations très près de notre sprint, et donc sur des, tu vois, sur des US par exemple, sur lesquels on a plus de certitude, on n'est pas forcément bien meilleur sur l'estimation de la taille de ce qu'on va faire que si on le fait longtemps avant, quand tu as une US qui est décrite en 2 phrases. Et donc, j'ai régulièrement pratiqué les estimations ultra rapides. Tu as plusieurs techniques en fait. Où au lieu de faire une estimation planning poker, c'est-à-dire en parlant vraiment de la conception, etc., on fait que prendre nos éléments de backlog et on les dispatche dans des colonnes et on fait des estimations ultra rapides en équipe. Et en fait, ces techniques, je trouve, sont pas plus mauvaises que des techniques plus longues. Donc, dit autrement, je pense que tu peux tout à fait passer très peu de temps à estimer et obtenir quelque chose qui est pas fondamentalement plus faux que ce que tu ferais en consacrant plus de temps. Et de toute façon, ça aide à relativiser sur le fait que effectivement tes US elles sont pas très précises. Et donc ce qu'on attend, c'est pas des estimations précises, mais encore une fois des comparaisons de ce qu'on a dans notre backlog. Alors c'est vrai qu'après derrière, dans certains cas, on va royalement se planter. Mais est-ce que c'est si grave que ça? Je pense qu'on aura consacré à l'estimation un temps le temps juste nécessaire, c'est-à-dire pas beaucoup, quoi. Et je constate que vos questions tournent beaucoup autour des estimations et que c'est vrai que ça reste une des grandes douleurs des équipes Scrum et c'est dommage. Moi, je vous avoue, dans l'équipe actuelle, on ne pratique pas et pour l'instant, ça s'est pas vu et ça manque pas à grand monde. Donc, on est heureux dans notre contexte sans estimation. Après, ma question était peut-être plus sur la notion de jusqu'où je mets le curseur aussi sur l'analyse avec la frustration des fois qu'on peut avoir et que j'ai déjà vu moi dans l'équipe aussi de se dire, bon, en fait, de découvrir plein de choses en cours de développement et il y a des personnes que ça va frustrer en se disant, ah, mais attends, mais c'est la fin du monde parce que du coup, on se retrouve, ah oui, mais ça va me demander plus de temps et comment je fais, etc. Ouais, tout à fait, mais encore une fois, je pense que l'essentiel, c'est de continuer de construire le bon produit et donc de s'adapter à ce moment-là et de pas trop culpabiliser sur le fait que l'estimation d'il y a 2 mois, elle était fausse. C'est pas ça l'important. L'important, c'est que si vous êtes en train de travailler sur la bonne priorité, sur ce qui apporte le plus de valeur à vos utilisateurs, eh bien, il faut bosser là-dessus. Et on a mal estimé il y a 2 mois, c'est pas grave. Ce que veut mon utilisateur, c'est ce sur quoi je suis en train de bosser. Samuel, on avait une question de Patrick Roux aussi qui nous a rejoint. Vas-y Patrick, et après je vais conclure. Oui, c'était une question sur les spikes dont tu as parlé à un moment donné. Alors, c'est promis, c'est pas sur les estimations. La question que je me posais, c'est est-ce que tu as déjà rencontré une équipe qui voyait dans les spikes un moyen de ne pas avoir à rentrer trop dans les détails, à trop se discipliner dans les user stories, que ce soit dans leur écriture, leur réalisation, leur estimation. Oups, j'ai dit estimation. Voilà. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Et si oui, est-ce que tu aurais quelques tips pour guider? J'ai pas eu trop ce contexte. Après, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. C'est vrai que des fois, le prototypage, c'est une manière, disons à l'arrache, de se dire, on sait pas trop bien où on va. Alors allez, on fait un proto et puis on verra bien ce que ça donne. Et comme ça, on gagne du temps et puis on se tourne pas les pouces. Ceci dit, ce que je constate, c'est qu'en général, quand même, déjà de se poser la question de prototyper et d'avancer, ça fait avancer les choses. Donc,
ouais, des fois, on peut avoir l'impression que bon, bah, on fait un proto parce qu'en fait, on n'est pas capable de cadrer ce sur quoi on veut travailler, et donc on n'est pas très bon. Et en fait, non, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est on rejoint l'empirisme, quoi. C'est que bah, tu essaies de construire quelque chose et ça donne des résultats et tu apprends des choses. Et en fait, c'est plutôt cool. Donc je l'ai pas vu, mais je peux imaginer des contextes effectivement de contextes ultra technophiles où on pourrait s'enliser dans les prototypes et jamais rien produire. Ouais, c'est pas ce qu'on veut, on est bien d'accord. Ouais. Merci. Tu restes avec moi, on conclut? Ouais, je vais te laisser conclure quand même. Je te rends la parole. Juste pour conclure rapidement, je pense qu'on est un peu au-delà de notre créneau, de notre time box. Moi, j'ai envie de conclure avec, est-ce qu'on est tous condamnés à faire du Scrum? Et c'est vrai que je pense que malheureusement, souvent, c'est une approche qui est vécue comme imposée. Et ça m'attriste. Je pense qu'il faut qu'on ait envie, en fait, de pratiquer Scrum et pas que du jour au lendemain, on vous dise, ben, ça y est, votre équipe maintenant, elle est agile, vous allez faire du Scrum, ça se passe comme ça et vous n'avez pas le choix. Je pense que non, on n'est pas du tout, on devrait pas être condamné à faire du Scrum, et au contraire, on devrait vraiment en avoir envie, en fait, de faire de pratiquer l'agilité, tout simplement. Si vous voulez aller un peu plus loin, moi je vous conseille, je vous recommande fortement une lecture sur les dérives du Scrum qui se passe mal, ou en tout cas de l'agilité appliquée sans son sens, et de lire des choses sur la Feature Factory et de façon générale le blog de John Cutler, où vous retrouverez tout un tas d'anti-patterns bien plus intelligents que ce que je vous ai proposé sur une équipe en fait dont le sens de ce qu'elle construit est perdu, et en fait on lui demande juste une productivité, et qui pour moi est vraiment l'exemple dans lequel on pratique Scrum sans en avoir compris l'intention. Et je vais vous laisser avec ça. Merci à tous. Merci beaucoup Samuel, ça mérite quand même quelques... Wow. L'applaudissement, c'est plus sympa. Merci beaucoup Samuel, n'hésitez pas à aller mettre vos petits feedbacks dans le rotique, je vous ai copié-collé dans le chat, c'est toujours sympa d'avoir vos retours, je l'ai copié-collé, vous le retrouverez. Et puis, un QR code là. Voilà, et Samuel a remis le QR code, n'hésitez pas à prendre contact avec Samuel qui va repasser là dans la salle Kili 12 si vous voulez continuer la discussion. Et nous nous retrouvons pour la prochaine conférence en Kili 12 à 16h55. Voilà, merci à tous. Merci encore Samuel. Merci, bonne fin d'Agile Grenoble. À toi aussi.